Eh bien, bonsoir. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Nous sommes aujourd'hui lundi 11 mai. C'est une date qui est importante pour beaucoup de personnes. Et ce que je peux aussi dire, c'est que vis-à-vis de la tendance du marché, eh bien, on était bien parti ce matin en ouvrant donc assez fortement. Vous avez d'ailleurs en incrustation le rappel légal, je vous laisse le regarder. Et nous allons donc directement aller sur la première apparition. Donc c'est le Nasdaq 100 qui vous est proposé aujourd'hui. Alors, au niveau des nouvelles, il n'y en a pas eu énormément aujourd'hui. Au niveau fondamental, c'était relativement pauvre. Et c'est vrai que Wall Street a ouvert ses portes en baisse, hein, parce que les nouvelles craintes de vagues d'infections dues au coronavirus et le sujet qui a été principalement retenu, c'est ce qui a d'ailleurs fait un peu peur. Alors, euh, concernant donc justement le Nasdaq, ce qui était proposé donc ce matin, vous l'avez actuellement donc en données quotidiennes, eh bien nous voyons donc que nous avons donc fait un nouveau sommet. Alors, lors des dernières présentations, nous avons pu effectivement assez largement en parler, puisque le Nasdaq donc était attendu justement donc pour venir faire ce fameux sommet. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc j'avais évoqué l'idée donc d'avoir un triple sommet en Bouddha. C'est une structure qui est connue justement quand on fait une approche sur le domaine, dans le domaine des chandeliers japonais. Alors, l'optimisme concernant justement l'assouplissement des restrictions de confinement, eh bien, avec les mauvaises nouvelles justement de deuxième vague que l'on a pu avoir justement en provenance de Chine, en provenance de Corée du Sud et en provenance aussi d'Allemagne, puisqu'ils ont démarré leur déconfinement une semaine avant, eh bien, a jeté quand même le froid sur l'ensemble du marché. D'ailleurs, puisqu'on parle du Nasdaq, Tesla fait partie du Nasdaq et forcément donc Elon Musk avait menacé justement de retirer son usine de Fremont puisqu'elle est actuellement fermée. Donc, c'est vrai que ça a pu aussi jeter un pavé dans la mare, mais bon, globalement, cette entreprise donc n'a pas beaucoup chuté. Aujourd'hui, donc, il est en pourparlers justement pour réouvrir son usine. Sinon, donc, il menace de la délocaliser de Californie, peut-être pour aller au Texas, ou en tout cas assez proche. Alors, là, nous n'avons pas encore la clôture sur le marché donc européen. Ce que l'on peut donc déjà regarder, c'est que ce matin, il y avait une idée donc sur justement cette oblique en rouge que vous voyez là, qui permettait donc de définir justement cette tendance qui, elle, rappelait justement ces fameux sommets. Et ce matin, donc, on l'a touché. Et pour avoir une meilleure vision de là où on est, il faudrait peut-être passer en H4, donc en 4 heures, pour voir que effectivement cette tendance-là, elle est claire, elle est nette et surtout donc cette baisse qui a commencé donc ce matin, eh bien est venue directement s'appuyer justement sur la moyenne mobile en données donc H4 sur la Bollinger médiane, puisque vous la voyez ici en bleu, et donc il a immédiatement rebondi. Et pour avoir encore une vision encore plus précise sur comment donc ça s'est passé donc sur cette journée, eh bien regardez. À partir du moment donc, où nous sommes revenus sur cette zone, ici, donc je vais donc la cibler justement avec mon ovale, eh bien c'est une zone donc, qui était réputée comme étant donc un niveau support. D'ailleurs ce matin donc, il y a une recommandation qui avait été donc, proposée avec une première cible qui était donc à 9125 et nous avons fait donc à 14h30, donc avant l'Open des US, eh bien nous avons fait un plus bas à 9118. Donc la première cible est atteinte, il devait y avoir une réaction, elle est en cours, tout simplement parce que on ne pouvait pas donc euh, logiquement, normalement, casser, et on en a souvent parlé, une moyenne mobile qui est très très fortement haussière, et notamment en orange, on la voit, elle est donc euh, sur votre graphique. C'est une moyenne mobile à 144 périodes qui est très très longue et qui est très haussière. Derrière, vous avez une moyenne mobile plus courte à 55 périodes et qui, elle, a commencé donc à infléchir et passer légèrement baissière. Eh bien,
pour les casser, ces moyennes mobiles, il faut toujours les travailler, il faut toujours les saper. Et c'est normal hein, que l'on ait une réaction. Et en plus de ça, cette réaction, compte tenu du fait que nous avions ici un support, mais également si je prolonge, nous voyons que ce niveau-là, c'était également un niveau donc de résistance, si je le prolonge ici. Donc à partir du moment où on utilise donc la méthode des inversions de polarité, eh bien un niveau qui est résistant devient un niveau support, d'ailleurs on a backtesté, devient ici un niveau support, et après on rebondit. Donc la logique, ce serait que nous ne dépassions pas donc cet oblique supérieur, nous pourrions même nous en rapprocher. Faire un sommet, c'est bien sûr toujours possible, puisque le marché donc, il est tout à fait donc, libre d'agir comme il veut, c'est de toute façon toujours lui qui a raison. Mais le plus probable, ce serait donc que l'on vienne à nouveau donc réattaquer à nouveau cette partie basse, puisque les inquiétudes vis-à-vis de cette deuxième vague ne va pas s'estomper comme cela. Au contraire, elle va rester dans les esprits, surtout qu'en plus, pendant toute cette semaine, il n'y a pas de nouvelles macro, statistiques, de publications d'envergure, contrairement à la semaine dernière, qui était une semaine très chargée. Et donc, ce sont donc plutôt les effets d'annonce ou ces nouvelles qui émanent justement donc, du coronavirus qui pourra donc donner le là. Et si on regarde justement donc ce sommet sur cette vision donc du Nasdaq, et là je vais faire donc un trait en rouge, beaucoup plus épais, qui montrera que effectivement nous avons bien une tendance haussière. Et si nous regardons au niveau des divergences sur les oscillateurs, eh bien nous voyons donc que au niveau des oscillateurs, nous avons donc plutôt une pente baissière, alors que normalement nous devrions avoir normalement donc une pente plutôt haussière si on était donc dans la logique d'avoir un graphique qui est plutôt en tendance haussière. Voilà, donc on va être en attente et on va observer donc tout rejet donc sur cette zone, en tout cas sur ces plus hauts, en tout cas en dessous de cette oblique pour revoir à nouveau les prix sur la zone des 9125 et par la suite donc si effectivement ça se produit, nous pourrions avoir quelque chose qui pourrait ressembler donc à une structure en épaule, tête, épaule. Là, il faut reconnaître qu'elle est quand même un petit peu haute pour la valider pour l'instant. Toujours est-il que la séance n'est pas terminée. L'euro-dollar, pourquoi on en parle? C'est parce que après donc les attaques de la Cour constitutionnelle allemande qui mettaient en doute la politique de la BCE, eh bien, quand on regarde l'euro-dollar en weekly, c'est-à-dire en données hebdomadaires, on voit clairement, c'est une évidence, que l'euro-dollar donc est dans une faiblesse assez marquée. Il n'y a pas de force. Au contraire, quand il y a donc ce genre de réaction un peu erratique, on a plutôt plus l'impression que c'est plus un effet de panique, de risque d'aller plus bas. Et donc l'euro-dollar donc se rattrape comme il peut, mais en tout cas, si on reprend encore le principe des moyennes mobiles, qui sont la représentation de la psychologie des investisseurs, et cette psychologie donc la traduction de cette pente baissière de cette moyenne mobile montre que les investisseurs sont vraiment très négatifs sur la paire euro-dollar. Eh bien, si on recule, eh bien, on voit clairement que l'euro-dollar est plus dans une forme de tendance baissière ou de rupture baissière, puisque nous aurions en bas de tendance une structure qui aurait plutôt une forme ici d'épaule, ici de tête, et ici une formation d'épaule droite. Enfin, dans tous les cas, ce n'est pas positif pour l'avenir, puisqu'on aurait quelque chose qui ressemblerait donc à cette structure baissière en épaule d'épaule, voire même, pourrait même également tracer une structure en triangle rectangle, et pour le coup, c'est également donc baissier. Donc voilà. Donc si on regarde après en daily, puisque le weekly nous apporte une vision donc de contexte, eh bien en daily, on se rend compte qu'on n'est vraiment absolument pas du tout sorti d'une orientation claire. Au contraire, plus les jours avancent, plus nous sommes clairement dans un corner qui est non résolu. Et ce qu'il faudrait peut-être observer donc maintenant, c'est tout franchissement net, puisqu'on peut donc toujours faire des mèches en dépassant, mais en franchissement net au-dessus de un 10, un 11. Hein, donc là, à ce moment-là, on pourra avoir donc un mouvement qui pourrait effectivement partir à la hausse.
Par contre, repasser en dessous de 1,78 voire donc 1,75, eh bien, nous enverrait donc sur des prix qui seraient aux alentours des 1,06. Et là, donc, ça pourrait se préciser donc pour une faiblesse encore plus accrue, justement donc, pour les jours qui viennent. Objectivement, donc, on ne peut pas être vraiment haussier. Alors bien sûr, on peut avoir un mouvement qui monte, hein, comme ceci, de 1,08 à 1,09, évidemment. Mais pour le long terme, cette paire euro-dollar n'est pas du tout dans une situation de force, au contraire. Pour le DAX, eh bien le DAX, contrairement donc au Nasdaq, on voit qu'effectivement il est monté beaucoup moins haut que lui, puisque le Nasdaq lui est en train d'attaquer donc son gap baissier de rupture qui est arrivé donc le 24 février. Et puisque là, il nous manquerait donc quelques éléments pour arriver à mieux lire justement là où en est le DAX. Là, on l'a actuellement en délit. Alors, on voit donc forcément donc ces fameuses vagues en ABC, on en a souvent parlé. On voit également donc les bandes Bollinger qui se resserrent, donc ce qui traduit donc une concentration, un resserrement justement de la volatilité, qui normalement doit donner par la suite un regain donc d'une nouvelle volatilité pour les prochains événements. Mais ce qui nous manquerait peut-être, ce serait donc d'associer donc des moyennes mobiles qui nous permettraient donc de lire plus facilement. Et par exemple, on pourrait prendre justement la moyenne mobile à 144 périodes, on en parle très souvent, et on voit que cette moyenne mobile, donc, elle aussi, donc très baissière, elle revient à nouveau donc sur le gap baissier qui lui a été donc ouvert le 9 mars. Et on voit que ce gap baissier n'a pas été invalidé. Au contraire, on est allé dedans, donc ça a rejeté violemment à la baisse. Bon. Et si on veut préciser encore plus pour avoir justement l'utilisation des croisements, puisque ce sont également comme cela quand on peut utiliser les moyennes mobiles, eh bien, en prenant donc la moyenne mobile à 55 périodes, eh bien, nous voyons que elle a bien croisé donc à la baisse et qu'elle est toujours aussi baissière. Alors certes, donc elle s'aplatit, mais elle est en dessous de la 144. Et là, aujourd'hui, donc, on a un retour à la moyenne systématique, ce qui fait que actuellement, le DAX, comme le CAC du reste, n'est pas dans une situation de force lui non plus. Et donc la seule hypothèse haussière donc serait donc clairement de venir franchir avec une force importante la zone des 11 500 points. Quand je dis force importante, ça veut dire un chandelier donc de caractère, donc très haussier, très long, un peu comme celui-ci précisément, de ce type-là, pour vraiment donc invalider donc cette tendance en dérive latérale qui, elle, argumenterait plus, j'irais, pour une relance à la baisse, puisque actuellement vous avez donc une dérive qui se ressemblerait plus à une structure, encore une fois, en épaule tête épaule, pour l'avoir un peu mieux, bon, bah, plus simple, hein, c'est de tracer donc, voilà, ce genre de ligne de coup. Et cette ligne de coup, eh bien, elle montre d'une façon plus évidente une tête, une épaule, peut-être une épaule de gauche complexe, une tête et une autre épaule donc en train donc de se former. Et puis on terminera sur le cacao. Et là donc c'est une bonne nouvelle puisque c'est aussi un sujet qui avait été abordé sur le Market Inside récemment, où il y avait une évidence donc qui avait été mise sur justement ce gap baissier avec, rappelez-vous, des structures qui, voilà, je vous rappelle, étant en forme de tasse dense. Je vous avais même également rappelé que éventuellement on pouvait reformuler donc cette partie-là comme étant à nouveau une tasse et à nouveau une anse, mais dans tous les cas, il fallait qu'il y ait donc une rupture violente à la hausse, donc qui pouvait donc être synonyme d'un franchissement de ligne de coup et qui pouvait donc avoir un objectif qui pouvait nous envoyer sur les 25,59. Eh bien, nous avons là typiquement un chandelier, c'est un peu celui d'ailleurs que j'aurais bien aimé voir sur le DAX si on a une orientation à la hausse. C'est ça qu'il faut pour que l'on puisse donc invalider donc toute cette période de congestion, de dérive, en tout cas donc de corner, parce que également cette structure nous pouvons aussi la transformer également en triangle, rectangle, en le traçant comme ceci, et là on voit donc bien sûr
nous avons la partie horizontale, et ici, ce triangle rectangle, et donc une sortie à la hausse. Dans tous les cas, donc c'est une structure donc qui est haussière, et là, donc, si on veut rentrer sur le cacao, on a expliqué d'ailleurs pourquoi les États-Unis donc avaient refusé les importations justement de Côte d'Ivoire à cause donc du travail d'enfants. Eh bien, le fait qu'il y ait moins d'offres, forcément, donc fait monter les prix. Il y a aussi d'autres contextes également qui rentrent en ligne de compte. Donc là, l'idée maintenant, si c'est possible, eh bien, c'est de faire un backtest donc sur cette ligne de coût. C'est-à-dire qu'après l'avoir franchi, après avoir résisté, eh bien, elle peut devenir support. Et donc l'idée, donc, ce serait intéressant de pouvoir faire une recommandation et de réfléchir pour savoir si c'est possible et de pouvoir venir acheter donc la zone des 24-22. Voilà, je n'en fais pas plus. Une dernière chose quand même avant de vous quitter, puisque je vous avais donc parlé justement de la clôture du marché européen avec le DAX et le CAC. Eh bien, le CAC aujourd'hui donc recule de 1,31% en clôturant en dessous de 4500 à 4490,22. Le DAX, lui, eh bien, recule de 0,74% à 10 823,50. Actuellement, le marché donc est en hésitation et donc cette semaine va être a priori un peu la même que ce que l'on a aujourd'hui, qui va être à la recherche justement d'une nouvelle tendance. Donc l'observation sera de voir donc si il essaye de trouver un point d'appui plus bas pour essayer de justement donc s'en servir pour réveiller les intérêts acheteurs et pouvoir sortir et de pouvoir créer de nouveaux sommets. Pour l'instant, rien n'est joué. Merci, bonne soirée. Et n'hésitez pas donc à liker et aussi donc à commenter ce que vous avez pu voir sur le Market Insight. Merci, à bientôt, au revoir.